On va passer à la dernière table ronde, qui est, elle, sur comment on articule les marchés historiques et le marché des molécules. Je vais appeler à monter sur scène Thibault Lonc, qui est consultant senior chez Euralia, le cabinet avec lequel on travaille depuis plus de 2 ans sur la partie affaires publiques. Je vais appeler Jean-Jacques Philippi, directeur développement analytique chez Robertet, le leader de l'extraction et qui est une entreprise familiale à Grasse. Je vais appeler Grégory Dubourg, membre fondateur de l'UIVEC, l'Union des industriels sur la valorisation des molécules, qui est notre partenaire sur l'aval pour ce marché-là et qui est également directeur fondateur de Nutrieco, et Olivier Joreau, président de l'UTC, l'Union des transformateurs du chanvre industriel, qui est donc notre collège industriel. Ce matin, on avait Stéphane qui représentait le collège des producteurs. Maintenant, on a le collège industriel. Je vais avoir la chance d'animer cette table ronde. Et donc, je vais commencer avec Thibault. On nous a demandé au précédent congrès du chanvre de pouvoir faire un peu plus d'influence et de voir comment faire évoluer les choses pour pouvoir ouvrir ce marché des molécules. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été fait depuis plus de 2 ans? Donc bonjour à tous, donc Thibault Lonc. Donc je travaille pour le cabinet Euralia, qui est un cabinet de conseil en affaires publiques basé à Paris et à Bruxelles. Donc on accompagne maintenant depuis 3 ans l'interprofession dans leur relation avec les pouvoirs publics au niveau européen dans le cadre de la PAC, on l'a évoqué brièvement. Là, ce qui nous intéresse, c'est le niveau français et les questions liées au CBD, en particulier aux molécules en général, mais on parle beaucoup de CBD dans les médias, donc utilisons ce terme, c'est celui qu'on entend le plus. Un petit contexte sur 2018-2019. On entend beaucoup parler de CBD dans les médias, on entend parler d'or vert, on en a entendu parler un petit peu ce matin de l'or vert, les États-Unis, les surfaces de chanvre qui explosent aux États-Unis, également des porteurs de projets non agricoles qui appellent l'interprofession de plus en plus pour développer des projets liés aux molécules. Donc vraiment quelque chose qui bouleverse un petit peu la filière chanvre, dont tous les marchés qu'on évoquait depuis ce matin sont en pleine croissance. Et puis ce nouveau marché qui arrive, comme vous le savez, la fleur était interdite en France, dans quasiment tous les pays européens. Et puis depuis quelques années, le CBD émerge. Et donc face à cette émergence médiatique et outre-Atlantique, des députés en France, ça a été évoqué par le sénateur Gontard ce matin, ont décidé de lancer une mission d'information en 2019. Donc une mission d'information, pour ceux qui l'ont pas forcément en tête, le Parlement a trois fonctions selon la Constitution. La principale que tout le monde connaît, elle est législative. La deuxième, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Et le troisième, c'est l'évaluation des politiques publiques. Et ces missions d'information, c'est dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. Et donc là, c'est une mission d'information qui a été lancée pour faire le point sur le sujet du chanvre et du cannabis en général. Et donc, dès le début de cette mission d'information, Interchanvre a voulu se positionner, notamment par rapport au cadrage aussi de cette mission, où là, il y avait une volonté d'expliquer aux députés que mélanger cannabis récréatif, chanvre à usage industriel, on mélangeait des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir et qu'il était très important d'être pédagogique sur les noms, sur les modes de culture, sur les usages. Et donc voilà, il y a eu tout ce travail de pédagogie qui a été mené dès le début. Donc nous, avec Interchanvre, on a mis en place des outils d'affaires publiques dès 2019. Les 3 principaux qu'on peut citer, le premier, c'est ce qu'on appelle une cartographie institutionnelle, donc pour pouvoir avoir bien en tête quels sont les responsables institutionnels et les parties prenantes les plus influentes et les décideurs publics les plus intéressants sur ces sujets. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les notes de position. Là, pendant ces 2 années liées à la réforme du cadre réglementaire, les réflexions de l'interprofession du conseil d'administration ont évolué au fur et à mesure des échanges avec les responsables publics, avec les parties prenantes. Il y a de mémoire 2 notes de position qui ont été délivrées pendant la mission d'information en 2019-2020, et en 2020-2021, pendant la refonte du cadre réglementaire avec l'arrêté qui a été publié le 31 décembre même dernier, il y a eu 3 notes de position différentes qui ont été délivrées, s'appuyant sur des études. J'en parle un moment dans la slide. Il y a eu l'étude FRD menée par FRD pour approfondir les recherches. Voilà, il y a eu beaucoup de travaux menés par Interchanvre sur un sujet qui était
assez nouveau en France, sur lequel il y avait peu de bases au début, et il y avait une vraie volonté d'apporter au pouvoir public du sérieux, de la légitimité et des données crédibles pour ouvrir ce nouveau marché. Et le dernier élément, c'est les rendez-vous institutionnels. Donc Nathalie l'a dit, une volonté de l'interprofession d'être de plus en plus présent au niveau influence sur ces sujets. Une quarantaine de rendez-vous en 2 ans avec des responsables publics à la fois au Parlement, au niveau du gouvernement, dans les administrations, mais aussi avec les parties prenantes, ce qu'on appelle les relais d'influence au niveau agricole. Je pense à la FNSEA, aux chambres d'agriculture, parce que voilà, tout ce monde-là regardait ce nouveau marché avec des grands yeux. Et là, l'interprofession était aussi là pour accompagner et faire de la pédagogie sur le marché qui existe déjà, le chanvre à usage industriel et tous les débouchés qu'on a évoqués depuis ce matin, et voir comment ça peut s'articuler le développement de ce nouveau marché avec les marchés qui existent déjà. Donc, pendant plusieurs mois, suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de novembre 2020, dont vous avez dû entendre parler, qui s'appelle l'affaire Canavap, l'administration française, pilotée par les cabinets ministériels, ont lancé ce qu'on appelle des réunions interministérielles pour refondre le cadre réglementaire encadrant le chanvre, cadre réglementaire qui datait de 1990, donc qui était assez ancien. Et donc là, il y a eu une vraie volonté de l'interprofession d'accompagner ces travaux. Les travaux dans les cadres des réunions interministérielles par rapport aux travaux qu'on connaît au Parlement sont assez opaques. C'est des réunions tous les 6 semaines, tous les 2 mois, c'est assez long. Là, c'était en plus sur des sujets assez polémiques parce que certains ministères, le ministère de l'Intérieur, sans le citer, avaient des positions très dures et n'étaient pas très flexibles pour évoluer le cadre réglementaire. Donc voilà, donc beaucoup de réunions, beaucoup d'implications de l'interprofession sur le sujet. Sur la slide, vous avez quelques positions qui ont été défendues par l'interprofession pendant ces réunions interministérielles, en marge de ces réunions interministérielles, notamment, je l'évoquais tout à l'heure, la nécessité d'être agriculteur, parce qu'on est sur un marché qui a attiré énormément d'acteurs différents, et on est sur une filière agricole, le chanvre, on l'a beaucoup dit depuis ce matin, et donc il y avait cette volonté de rappeler la nécessité d'être agriculteur, la contractualisation aussi. Vous connaissez tous ici le cadre des lois Egalim. La loi Egalim 2 a renforcé la contractualisation pour 3 ans. Il y avait une volonté là que ce nouveau marché agricole qui s'ouvre pour des nouveaux producteurs puisse rentrer dans un cadre de contractualisation. Alors pas pour 3 ans, parce que la filière chanvre rentrera pas dans le cadre d'Egalim 2, mais voilà, une contractualisation obligatoire. Toutes ces positions, je tiens à vous l'informer par rapport à l'influence et aux affaires publiques, sont disponibles, c'est public. La HATVP dont on entend parler pour réglementer les responsables politiques, elle réglemente aussi ce qu'on appelle les représentants d'intérêt, dont Interchanvre fait partie, et tous les acteurs qui cherchent à influencer la décision publique doivent s'inscrire sur ce registre. Et donc toutes les positions qui sont portées sont publiées chaque année. Donc toutes ces positions, les notes de position que j'ai évoquées au début de l'intervention sont publiques sur ce site. En 2 mots, les prochaines étapes, c'est pas fini. Vous savez tous, je crois, que l'arrêté est contesté au Conseil d'État. Donc le cadre réglementaire n'est pas stabilisé. Interchanvre défend avec force une sécurisation de la production et une traçabilité des parcelles pour s'assurer du respect notamment et principalement des taux de THC dans la plante. Donc là-dessus, de nouvelles actions seront menées par Interchanvre, notamment pour sensibiliser le nouveau gouvernement. Il y a une mission également du Conseil économique, social et environnemental qui est en cours, où Interchanvre est auditionné ce jeudi, et également des actions au niveau européen, parce que c'est très important que l'Europe puisse trouver à terme un cadre harmonisé sur ce sujet du CBD. Ce qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est entre autres un code fleur dans la déclaration PAC pour pouvoir dissocier les cultures suivant les débouchés. Ça nous semblait assez important, mais on n'a pas réussi. Maintenant, on va passer à Robertet. Vous allez nous dire un peu quels sont les moyens d'extraction et comment vous voyez un peu ces technologies. Merci bien. Est-ce que vous m'entendez tous ? Ok. Donc déjà pour commencer, je vais remercier Interchanvre d'avoir pensé à nous inviter
À l'occasion de cette journée, on s'était déjà connus par le passé à l'occasion d'une journée qui a été organisée par le pôle de compétitivité Innovalliance, donc c'était l'an dernier déjà. Donc je représente le groupe Robertet, je m'appelle Jean-Jacques Philippi, je suis directeur du développement analytique pour ce groupe, qui est en gros une société multinationale qui est à la fois une grosse et une petite entreprise. Nous sommes encore une société qui est familiale, mais qui travaille dans le domaine des arômes et parfums depuis presque 2 siècles maintenant. En tout cas, on en est à la 5e génération de la famille Maubert, qui est, on va dire, à l'origine de cette société-là, entre autres. Donc, comme je l'ai dit, c'est une société qui travaille dans le domaine des arômes et parfums, qui a une activité qui est séparée en 3 gros secteurs et un plus petit. Les 3 gros secteurs, ce sont la production d'arômes, la production de parfums, puisque nous sommes localisés à Grasse, bien entendu, je ne l'ai pas dit, la production d'ingrédients pour les arômes et parfums, et depuis quelques années maintenant, nous avons décidé de diversifier encore un peu plus notre activité en nous développant du côté des actifs. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous sommes lancés il y a maintenant près de 5 ans dans le chanvre, si on peut dire comme ça. Et globalement, je vais essayer de vous présenter un petit peu ça de manière un peu trop technique, un peu plus technique. J'essaie justement de ne pas être trop technique. Donc, bien évidemment, l'extraction du chanvre, je vais essayer de la détailler un tout petit peu, mais c'est simplement pour rappeler le contexte, c'est que globalement, le contexte réglementaire en France ne nous permettait pas de développer cette activité d'extraction du chanvre sur le territoire national. C'est ce qui fait que sur les premières années où nous avons cherché à développer cette activité, nous sommes tournés naturellement vers nos sociétés filiales qui sont basées un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis et en Europe notamment, avec soit on va dire des activités de groupe ou des partenariats qui avaient été conclus avec des sociétés partenaires dans des joint ventures par exemple. Et donc c'est grâce à, on va dire, la prise de cet arrêté le 31 décembre dernier qui a permis à Robertet de commencer à envisager d'ouvrir la production, en tout cas de dérivés ou d'extraits de chanvre sur le territoire national. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc, bien entendu, si j'essaye de faire passer une idée à ce niveau-là, c'est simplement vous rappeler que en étant un extracteur, un transformateur traditionnel de l'industrie grassoise, nous avons au sein de nos sociétés un savoir-faire qui est quand même assez ancestral et ce qui nous permet quelque part, j'espère que vous ne m'en voudrez pas du raccourci, mais de dire simplement que quand on travaille sur la rose, le jasmin, la tubéreuse, etc., finalement le chanvre, en tout cas les sommités fleuries, ne sont qu'une fleur de plus à traiter. Si on peut dire les choses comme ça. Donc là, j'ai essayé de vous représenter sur cette slide-là, on dirait un petit parallèle, puisque classiquement ou même traditionnellement, l'extraction des fleurs à parfum, vous avez un exemple parfait qui est celui de la rose centifolia, qui est la rose de mai, la rose de Grasse. Généralement, on part des fleurs, on fait une première extraction, ce qu'on appelle une extraction primaire qui se fait avec un solvant. Et après évaporation de ce solvant, on obtient ce qu'on appelle l'extrait, qu'on appelle une concrète, qui contient à la fois les principes odorants volatiles et les composés beaucoup plus lourds qu'on appelle les cires. C'est l'image que vous avez tout en bas, hein, à gauche. Et généralement, cette concrète-là est reprise traditionnellement par un glaçage dans l'alcool, dans l'éthanol. Hein. Donc, on a un terme qui est ancestral, qui est le glaçage dans l'éthanol, qui permet de faire précipiter les cires, les composés lourds, et après, derrière, on récupère la phase alcoolique qui contient les principes odorants volatiles. On concentre ça très précautionneusement et on obtient ce qu'on appelle l'absolu de rose. Voilà, dans ce cas-là. Bon, dans le cas du chanvre, vous voyez qu'on peut faire un parallèle qui est quand même assez évident, c'est-à-dire qu'on part des sommités fleuries. Derrière, on va avoir une extraction primaire qui va être généralement effectuée via un solvant organique ou avec des techniques un peu plus modernes. Bon, maintenant, il n'y a plus aucun secret industriel là-dessus. Généralement, la technique d'extraction CO2 supercritique est quand même assez bien répandue. Donc, suite à cette première extraction, on obtient ce qu'on appelle l'huile de chanvre brute, ou ce que les Anglais appellent la crude oil. Oui. Et derrière, on va
avoir deux petites étapes, on va dire, qui sont, où on peut faire un petit parallèle. Alors, je ne vais pas faire un cocorico, mais pour vous rappeler que le terme de winterization que vous connaissez tous, parce que je pense qu'en étant dans le champ, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu abondamment, ben, winterization, c'est ce qu'on appelle depuis plus d'un siècle à Grasse le glaçage. Voilà. Donc, ça fait peut-être un peu plus fancy au niveau commercial, mais globalement, pour l'instant, on n'a pas encore réinventé la poudre. Suite à ça, il y a une étape un peu plus spécifique au niveau du chanvre qui est l'étape de décarboxylation et qui permet, après cette étape de décarboxylation, où on chauffe l'extrait qui a été winterisé, donc on le refroidit, après on le chauffe, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, et on obtient là l'extrait de chanvre à spectre complet qu'on appelle communément en langue anglaise le full spectrum. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces extraits de chanvre? Alors, je ne saurais pas être exhaustif, mais c'est simplement, voilà, vous voyez quelques petites molécules, ça fait scientifique, ça fait chimique. L'idée n'est pas vous embrouiller avec ça, hein, mais globalement, si on devait décrire de manière qualitative ce qu'on a dans ces extraits de chanvre, on va trouver principalement donc, des cannabinoïdes, cannabidiol en tête, hein, puisque c'est l'intérêt de toute cette industrie-là pour l'instant. On va avoir des terpènes et des terpénoïdes. On va retrouver aussi donc, des hydrocarbures hors terpènes, ce qui constitue principalement les cires qu'on élimine lors de la winterisation. On va avoir aussi des composés un petit peu antioxydants comme les flavonoïdes. On va retrouver des acides gras qui font partie aussi donc, des cires. J'ai entendu parler des acides gras oméga 3, oméga 6, notamment dans le cadre de la composition valorisée des graines. On va retrouver des sucres, bien entendu, et dans les composés azotés, on va bien entendu avoir des acides aminés, et de manière un petit peu, comment dire, juste là pour illustrer un petit peu les choses, on va trouver aussi quelques alcaloïdes. Mais bon, principalement, les principales sources ou les principales cibles qu'on va avoir au niveau des marchés, ça va être forcément les cannabinoïdes, et derrière, éventuellement, après les terpènes. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails au niveau des marchés parce que je pense que les intervenants qui me suivent vont parler beaucoup plus en détail de ça, ils sont sans doute beaucoup plus pointus, mais nous, ce qu'on cherche en tant qu'extracteur, ça va être bien entendu de valoriser les extraits ou les fractions riches en cannabinoïdes et pourquoi pas, après derrière, valoriser aussi les fractions terpénoïdes, puisque c'est dans ces fractions-là volatiles où on va avoir éventuellement des applications pour la parfumerie ou la cosmétique. Un petit peu de chimie. Je suis désolé de vous embêter avec ça, ça fait un peu scientifique. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Mais simplement pour faire un petit point sur la chimie des cannabinoïdes, simplement pour dire que c'est une famille donc, qui est qui est relativement homogène en termes de structure chimique. C'est ce qui fait que si vous regardez un petit peu sur la slide, vous avez quelques exemples de molécules. Vous avez le cannabigérol qui est en rouge et bleu, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Oui. Cannabidiol, les acides aussi, ces fameux acides-là qu'on va supprimer par décarboxylation lors du chauffage. Camimichrobène, bien entendu THC, CBN, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la chimie, au niveau des structures, ce sont des molécules qui se ressemblent, qui sont quand même assez ressemblantes. Et donc, ça va permettre, au niveau de l'extraction ou des grosses étapes de l'extraction, de pouvoir sortir des fractions de cannabinoïdes. Et en même temps, quand on regarde un petit peu plus près ce transparent-là, on voit que même au niveau même de ces structures-là, on va avoir quelques petites différences. C'est-à-dire qu'on va avoir des cannabinoïdes qui sont plus ou moins cyclisés. On va avoir des cannabinoïdes qui vont avoir plusieurs fonctions, phénol ou alcool libre. On va avoir des cannabinoïdes qui vont avoir des fonctions acides. On va avoir des cannabinoïdes qui vont avoir une chaîne latérale à 5 carbones, comme dans le cas du cannabidiol ou du THC. On va avoir une chaîne latérale à 3 carbones, voire 4, de manière beaucoup plus rare, mais ça existe aussi. Et ce sont ces petites différences structurales qui vont permettre, une fois qu'on a sorti la fraction de cannabinoïdes, ce sont ces petites différences structurales-là sur lesquelles on va pouvoir jouer pour arriver à produire après, on va dire en tout cas, arriver à les séparer. Donc c'est vraiment, l'extraction, c'est
comprend la famille, puisque c'est quand même assez homogène, et quand on cherche à faire de la séparation, voire à produire des isolats, c'est sur ces petites différences-là qu'on va pouvoir jouer. Je vais dire comme ça, c'est pas très beau de le dire comme ça, parce qu'on fait des produits naturels, mais on va faire de la chimie grâce à ces différences-là. Faire de la chimie. Hein. Ok. On s'entend pas parler. Hein. Je vais très vite et je passerai la partie analytique. Peut-être qu'on en discutera après. Simplement, faire un résumé de l'extraction du chanvre ici, c'est quand on part de la biomasse. Donc, on va avoir différentes étapes du procédé de fabrication des extraits. On va avoir donc, la première étape qu'on appelle l'extraction primaire, qui est généralement réalisée par extraction avec un solvant organique ou du CO2 supercritique. C'est là qu'on obtient la crude oil. La deuxième étape, vous voyez bien qu'on a donc ces deux étapes, winterisation et décarboxylation, pour arriver à faire le full spectrum. Et enfin, une fois qu'on a le full spectrum, c'est là, généralement, que se décide la stratégie, savoir est-ce qu'on va aller vers un broad spectrum ou est-ce qu'on va aller vers un isolat. Généralement, étant donné qu'on pourrait passer du broad spectrum à l'isolat, mais étant donné que le broad spectrum a déjà une valeur commerciale, il est inutile de faire ça. Généralement, on produit l'isolat directement à partir du full spectrum, à partir du moment où on a une pureté minimum en CBD. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails ici du procédé d'extraction, mais simplement qu'à chaque étape, alors il y a des choses qui sont largement connues que vous allez pouvoir trouver sur Internet, ou des gens qui sont suffisamment expérimentés dans le domaine du chanvre savent déjà bien produire ou sont déjà documentés, mais quoi qu'il arrive, il reste de la place pour faire du développement industriel, de la petite optimisation qui permet d'accéder à des extraits qui nous permettent de se démarquer de la concurrence. Je n'abuserai pas, je pense que je vais arrêter. Il y aurait eu peut-être à parler du côté analytique, parce que là, on a un point réglementaire qui est très, très, très important. Je pense que si vous me donnez juste 30 secondes, éventuellement, puisque nous sommes en phase de politique, il y a tout un tas de choses à dire au niveau de la réglementation, puisque la production à l'heure actuelle n'est pas encadrée, notamment au niveau de la gestion des déchets de THC, puisque c'est forcément quand on cherche à éliminer le THC, on va avoir production de déchets riches en THC, et à l'heure actuelle, on n'a aucune tutelle qui nous permet d'encadrer ce type de production-là. Et c'est exactement pareil au niveau analytique, mais là, il me faudrait encore une demi-heure pour vous en parler, je ne pense pas que j'ai ce temps-là. Voilà, je vous remercie. Demain, il y a 3 journées en simultané qui lui sont dédiées. Donc, il y en a une sur la molécule à la station F, enfin sur les molécules à la station F. Donc, il y aura plus de temps demain. On va passer maintenant à Grégory. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, en tant que représentant de l'UIVEC, quel est le marché potentiel sur le CBD et les molécules en général? Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Grégory Dubourg, je suis le fondateur de Nutrikeo, qui est une agence de conseil en stratégie nutrition qui accompagne les acteurs de l'alimentaire, de la nutraceutique et de la pharma sur leurs nouveaux produits, leurs innovations et la façon de communiquer dessus. Et donc, ce qu'on appelle la nutraceutique, c'est en fait la contraction entre actifs nutritionnels et pharmaceutiques. Donc, c'est tous les actifs issus de l'alimentation qui vont avoir un effet physiologique sur la santé. Donc, on n'est pas dans le médicament, on est juste avant, dans des catégories de produits qui vont essentiellement être des aliments et des compléments alimentaires. Et en fait, nous, on s'est intéressé très tôt au CBD chez Nutrikeo, et c'est la raison pour laquelle on s'est investi dans l'UIVEC, parce qu'on est convaincu que c'est une nouvelle innovation nutraceutique qui est très prometteuse en termes de potentiel. Donc justement, là, je vais vous présenter un peu le potentiel de marché, à la fois existant et à venir, puisque tout reste à créer sur ce marché du CBD et des dérivés cannabinoïdes au sens large. Qui sont les consommateurs qui s'intéressent ou qui demain vont acheter ce type de produit, et quels produits existent aujourd'hui, à la fois quelle forme et quels produits vraiment, quelles marques ont déjà commercialisé des offres sur les marchés français et également internationaux. Alors, je vais aller trop vite. Pardon.
Donc, quelques éléments de chiffres pour vous montrer que le CBD, c'est un marché qui est très prometteur, donc avec déjà des prédictions qui sont enthousiastes, à la fois sur la partie CBD en tant qu'ingrédient et la partie produit fini. On verra juste après quel type de produit fini cela recouvre. Dans les estimations qu'on a, aujourd'hui, le marché existant serait aux alentours de 1,4 milliard d'euros à l'échelle mondiale, donc ingrédients et produits finis, avec des projections d'ici 2025 à 23 milliards, donc multiplier le marché par plus de 16, et ceci bien évidemment dans un contexte où la réglementation s'assouplirait. Donc avec les marchés phares que serait bien évidemment l'Amérique du Nord, mais la France est un marché également très très prometteur puisqu'on estime le potentiel de notre marché à 770 millions d'euros, donc sur tous les produits et ingrédients qui pourraient contenir du CBD. Pour vous donner des ordres de grandeur, et on reviendra après sur ce marché-là, le marché des compléments alimentaires en France, c'est 2,3 milliards d'euros. Donc là, on voit qu'on atteindrait, sur toute catégorie de produits confondus, un tiers du marché actuel des compléments alimentaires. Le marché de la cosmétique en France, qui est quand même un énorme marché au niveau mondial, c'est à peu près 23-24 milliards d'euros. Donc le marché que l'on est en train de cibler à l'échelle mondiale avec les produits à base de CBD. Donc on voit tout de suite les ordres de grandeur qui sont quand même assez importants. Et si on regarde plus précisément quel type de produits sont capables aujourd'hui d'embarquer du CBD, donc la moitié du marché concernerait les compléments alimentaires, donc ces produits qui vont se présenter essentiellement sous la forme galénique de l'huile, mais également les gélules et les comprimés, qui sont deux autres présentations que l'on utilise. Donc on voit que c'est le débouché numéro 1, c'est là où on va véritablement avoir l'attente de santé naturelle par les consommateurs. Ensuite, le deuxième débouché, ça va être des produits alimentaires, donc des produits alimentaires qui vont être différents de ceux qu'on a évoqués dans la table ronde précédente, puisque là, on ne va pas valoriser la teneur en protéines ou la teneur en oméga 3 des produits, mais ça va vraiment être des aliments enrichis en CBD avec une promesse sur la santé et le bien-être. Ensuite, on va retrouver la cosmétique qui commence à utiliser le CBD pour ses propriétés relaxantes musculaires au niveau cutané, à peu près 10% du marché. Et enfin, un petit marché, mais qui est également grandissant, qui est le marché du pet care et du feed, c'est-à-dire les compléments alimentaires pour les animaux, éventuellement les aliments aussi pour les animaux, et les aliments pour les animaux d'élevage. Au niveau des compléments alimentaires, donc, qui est l'essentiel de notre marché, et c'est surtout celui-ci qu'on va s'attarder juste après pour illustrer le potentiel, on peut imaginer et caractériser 5 cibles de consommateurs. La première cible, c'est ce qu'on va appeler les actifs, qui vont être intéressés essentiellement pour les propriétés relaxantes du CBD. Ensuite, on va avoir les seniors, qui eux vont être intéressés essentiellement par les propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs. Alors je mets tout ça entre guillemets puisqu'on n'est évidemment pas dans le domaine du médicament, mais l'idée elle est là, c'est de traiter la douleur de façon naturelle. On va avoir les fumeurs puisque le CBD est utilisé par certains consommateurs pour faire du sevrage tabagique et globalement du sevrage à certaines addictions. Et enfin, on va avoir les sportifs qui, eux, vont utiliser le CBD pour les capacités à améliorer la récupération musculaire. Donc c'est encore une autre catégorie. Et on voit d'ores et déjà qu'on a une diversité de consommateurs qui est finalement assez large et qui laisse imaginer tout le potentiel. Et la cinquième et dernière catégorie que j'aime bien quand même citer, c'est les curieux. On est aussi sur une famille d'ingrédients qui intéressent les consommateurs parce qu'il y a beaucoup de médias qui en parlent. C'est le côté lié au cannabis, tout ça, ça attire les gens. Et il y a aussi des consommateurs qui vont vouloir tester ce côté bien-être du cannabis. Donc le CBD, je le qualifie vraiment d'ingrédient de rupture sur ce marché des compléments alimentaires, au même titre que l'ont été dans les années 2000 les oméga 3, qui étaient une grande famille d'ingrédients nutraceutiques qu'on a découvert et qu'on a démocratisé sur cette décennie, et au même titre que les probiotiques, qui sont ces ferments lactiques essentiellement, qui ont été également démocratisés dans les compléments alimentaires ces 10 dernières années. Donc on peut vraiment imaginer que ce CBD, grâce à ses propriétés multi-promesses, peut être vraiment un ingrédient star de demain et être une vraie composante de l'innovation dans ce qu'on appelle la santé naturelle, c'est-à-dire cette volonté des consommateurs de consommer des produits pour faire de la prévention et du mieux-être. Et cette volonté, elle existe depuis longtemps. Le marché des compléments alimentaires n'est pas nouveau, mais elle a été accélérée avec la pandémie, puisqu'on voit que ça a été vraiment un accélérateur sur un certain nombre de segments et avec toujours cette volonté de chercher une alternative à certains traitements médicamenteux avec plus de naturalité, moins d'effets secondaires
alimentaire, etc. Pour mémoire, le marché des compléments alimentaires, en 2021, il a cru de 6%. Il y a assez peu de catégories de produits, à la fois de santé et grand public, qui ont de telles performances. Et aujourd'hui, la moitié des Français s'automédiquent, c'est-à-dire ont une démarche de santé autonome pour leur prévention. Donc 2,3 milliards, ça je vous l'ai dit, le marché en constante progression. Et les produits à base de CBD, ça peut représenter une véritable réponse aux attentes des consommateurs de compléments alimentaires, dans la mesure où, en termes de bénéfices santé, le CBD se positionne sur les segments les plus dynamiques du marché. Donc le stress et le sommeil, c'est la deuxième promesse achetée par les consommateurs en pharmacie. Elle a connu une croissance de 12% par rapport à 2020, l'année 2020 ayant été elle-même une année de très forte croissance à cause du Covid. Donc on voit qu'on coche les cases sur des promesses qui sont très très fortes. La deuxième promesse d'usage étant la douleur et l'inflammation, donc tout ce qui va être plutôt lié aux douleurs articulaires. Là aussi, un marché dynamique à presque 10% de croissance. Et enfin, la récupération musculaire, le sevrage, je l'ai abordé. Et ce qui est intéressant d'un point de vue qualitatif, c'est que le CBD, il coche des cases aussi au niveau des attentes des consommateurs, parce que le consommateur de compléments alimentaires, il va rechercher de la naturalité, il va rechercher de la durabilité et, si possible, de la production locale. Il y a beaucoup d'actifs dans les compléments alimentaires qui viennent de très loin, notamment d'Asie, de Chine, d'Inde, d'Amérique du Sud. Et là, le fait d'avoir des filières locales et a fortiori françaises, c'est un vrai argument de vente à valoriser dans les compléments alimentaires. Le consommateur, il cherche aussi plus de végétal dans ses compléments alimentaires, parce que on utilise encore certains actifs qui sont soit animaux, soit d'origine de synthèse chimique. Et pour finir, il recherche de plus en plus de preuves d'efficacité. Et là, c'est là où la science nous donne raison, c'est que sur le CBD, la bibliographie des études scientifiques a été multipliée par 4 en nombre d'études publiées sur les 10 dernières années. Donc on voit qu'il y a des preuves d'efficacité, qu'elles vont continuer à être délivrées par des labos de recherche publics ou privés, et qu'elles répondent à cette attente du consommateur d'un effet tangible. Donc là, vous avez un aperçu vraiment non exhaustif des types de produits qui existent déjà sur le marché. Il faut savoir qu'il y a des marques qui ont anticipé la réglementation, puisqu'ils commencent déjà à commercialiser des produits à base de CBD, certains sur le territoire français. D'autres sont des produits qui viennent de l'étranger, ou alors qui sont des produits à base de chanvre qui sont à la frontière avec le CBD, puisqu'elles ne contiennent pas forcément de CBD. Mais voilà, il y a un marché qui commence déjà à se maturer avec une véritable offre, à la fois des formes alimentaires et des formes de compléments, et également la cosmétique, puisque je l'évoquais tout à l'heure, c'est un des débouchés cibles, avec quelques produits d'ores et déjà existants, également en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment toute une chaîne de valeur qui est en train de se constituer autour de ce CBD nutraceutique, avec à la fois donc des fournisseurs extracteurs, comme on l'a vu précédemment, au même titre qu'on fait de l'extraction sur d'autres principes actifs végétaux qui rentrent dans la composition des compléments alimentaires. On a d'ores et déjà, au niveau de la transformation, des marques alimentaires, cosmétiques, compléments alimentaires, et également la distribution qui s'intéresse à cette catégorie de produits. Donc on parle beaucoup des CBD shops, mais il y a également des grandes enseignes de la distribution qui commencent à commercialiser les produits. Sephora sur de la cosmétique, Monoprix sur des compléments alimentaires dans son corner santé. En synthèse de ce marché du CBD à usage bien-être, énormément de qualités intrinsèques dans le CBD qui correspondent aujourd'hui aux clés de succès d'un nouvel actif sur le marché des compléments alimentaires et sur le marché du bien-être en général. C'est tout d'abord des bénéfices santé qui correspondent aux attentes des consommateurs, et deuxièmement, une filière avec des typologies d'actifs qui sont en phase avec les valeurs montantes que sont la végétalisation, la durabilité et le côté local de ces mêmes ingrédients végétaux. En contrepartie, on a également des éléments qui aujourd'hui restent bloquants pour développer cette catégorie de produits finis. Donc le contexte réglementaire, bien évidemment, donc l'ensemble de la filière des produits finis est en attente d'une officialisation de pouvoir commercialiser des produits finis à base de CBD. Et également, il y a un deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a encore tout de même un travail de notoriété et de pédagogie à faire auprès du grand public sur ce qu'est le CBD et tous les dérivés cannabinoïdes au sens large, mais également auprès de la cible des professionnels de santé, les pharmaciens et les médecins, qui s'intéressent de plus en plus à l'utilisation de ces molécules pour des applications santé-bien-être. Merci pour votre attention. Olivier, cette table ronde s'appelle « Quelle articulation entre les marchés industriels et
et le marché des molécules. En tant que représentant des industriels français, est-ce que tu peux nous dire quelle est la position des industriels ? Bon, déjà, comme vous avez pu le voir, on a vu que tous les marchés du chanvre se développent fortement aujourd'hui avec différents débouchés. Et c'est vrai que les molécules du chanvre, bon, savoir, on parle du CBD, mais il n'y a pas que le CBD. Les molécules du chanvre, il y en a plus de 100 dans le chanvre. Donc, il y a aussi le TBG et d'autres molécules. C'est un marché sur lequel on est évidemment attentif. Tant mieux, le CBD, si je reprends la molécule, le CBD n'a jamais fait autant parler du chanvre dans le monde, et on peut s'en satisfaire aujourd'hui. Bon, nous, en tant qu'industriels, évidemment, on doit être prudent. Pour nous, c'est un nouveau marché, donc une nouvelle opportunité potentielle pour nos producteurs. Il faut savoir que les 6 chanvrières qui composent aujourd'hui l'UTC appartiennent à des producteurs, donc tant mieux si demain, ça peut être un revenu complémentaire pour les producteurs. Bon, on est prudent, mais on a envie aussi d'apporter tout ce qu'il faut pour que ce marché puisse se développer s'il a un potentiel. Prudent parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, on présentait ce marché comme la poule aux œufs d'or pour les producteurs. Bon, ça, en général, ça existe que les bandes dessinées, hein, donc on le sait très bien. Moi, j'ai entendu sur notre bassin de production certains acteurs qui proposaient 250 000 € à l'hectare, donc c'est sûr que dans ces cas-là, ça fait rêver. Même certains en disant il faut absolument arrêter produire le chanvre industriel parce que c'est pas rentable. Donc, en tout cas, c'est tout ce qu'on veut éviter. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu, en tout cas, pas rester éloigné de ce marché, hein, parce que c'est quelque part une composante du chanvre industriel. Le chanvre ne se résume pas au CBD, c'est important de le rappeler. Donc, on a participé en effet aux travaux du Midelka et savoir comment on pouvait travailler ce cadre réglementaire qui a évolué. Hein. Tout récemment, donc depuis la fin de l'année 2021, il est possible aujourd'hui de cultiver la fleur en France. Il reste encore des décrets évidemment à paraître. Et on va tout faire en tout cas pour participer aux travaux sur les molécules du chanvre, dont le CBD. C'est un marché qui, a priori, présente un potentiel, et vous avez présenté les chiffres. Bon, c'est vrai qu'on a vu qu'à l'étranger, il y a aussi un gros développement, puis à un moment donné, ça s'est un peu calmé. Pour autant, c'est certain qu'aujourd'hui, on peut pas nier qu'il y a de plus en plus une tendance à aller sur des ingrédients naturels dans les cosmétiques, tout ce qui est complément alimentaire, y compris dans l'alimentaire. On parle beaucoup aujourd'hui dans l'alimentaire de clean label, en supprimant tous les ingrédients d'origine chimique. Donc ça ouvre sans doute des opportunités. Par contre, il y a tout un cadre à travailler pour développer, notamment, je pense au marché de l'alimentaire que je connais bien par ailleurs pour le groupe. Il y a Novel Food qu'il faut avoir aujourd'hui sur l'alimentaire, où il y a un potentiel évident. On voit déjà des produits sur le marché, bon, avec une réglementation qui est encore un peu floue, et je pense que c'est important d'avancer rapidement. Il faut, à mon avis, pas reproduire, enfin c'est ce qu'on pense au niveau des membres de l'UTC, il ne faut surtout pas reproduire ce qui s'est fait à l'étranger. Le modèle européen a des vertus, il y a un cadre réglementaire qui est très clair. Tant mieux, ça passe par Novel Food, mais ça veut dire que ça va être un marché qui va être long à construire, et je pense qu'il faut en avoir conscience. Et tant mieux si on prend le temps. Je pense qu'il faut réussir à le construire comme on l'a fait sur les autres marchés, plus vite si on peut, si c'est un débouché supplémentaire. Nous, l'espoir qu'on a aussi, c'est la possibilité de pouvoir cultiver la paille comme on le fait aujourd'hui avec les différents débouchés industriels qu'on a, et pouvoir cultiver la fleur comme on le fait avec le chènevis, et pouvoir faire tout ça sur une même culture. Ça serait un revenu complémentaire pour les producteurs. Bon, les premiers essais qu'on a fait aujourd'hui ne sont pas très concluants, même si on a fait des essais sur la fibre et la chènevotte en cultivant la fleur, on s'aperçoit que c'est sur les qualités de la fibre ou la chènevotte, on n'a pas de mauvaise surprise, peut-être même des nouveaux débouchés par rapport aux caractéristiques du coup de la fibre et de la chènevotte. Je pense surtout fibre. Mais on s'aperçoit qu'en tout cas, ce n'est pas la même conduite culturale, puisque c'est déjà des taux de concentration CBD qui sont très faibles lorsqu'on le cultive ainsi. Donc ça ne semble pas possible. Tout à l'heure, M. Filippi, vous l'avez présenté. L'extraction au CO2, il y a quand même une biomasse qui arrive en entrée qui est importante, avec un taux de concentration CBD qui est très faible naturellement, évidemment, dans les fleurs. Donc un coût d'extraction qui est relativement élevé. Enfin, bon, nous, on a fait quelques calculs, on est allé un peu plus loin pour voir ce que ça pouvait donner. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur cette base de récolte, finalement, le revenu pour l'agriculteur serait relativement faible. Tout dépend à quel prix on met la valorisation, évidemment, de la molécule derrière. Donc ça veut dire demain, c'est sans doute de nouvelles productions. Et je crois qu'aussi, ça passera par un développement d'une nouvelle génétique.
hein, tout en conservant évidemment un taux de THC inférieur à 0,3. Mais je crois que c'est vrai pour toutes les productions. Si je parle en UTC, on voit bien que sur toutes nos filières qu'on peut développer, on parle du textile, moi, on a une grosse activité, enfin je parle pour Cavac dans le bâtiment, on s'aperçoit que pour chaque marché, on a finalement besoin d'une spécificité sur la variété de paille qu'on va avoir derrière par rapport aux qualités qu'on recherche. Je pense que pour les molécules de chanvre, ça sera évidemment la même chose. Donc voilà, en tout cas, nous, on est favorable, à partir du moment où ça se fait dans le cadre réglementaire, et on continuera à œuvrer dans ce contexte-là. D'ailleurs, on a créé un comité scientifique pour se faire épauler d'experts. Nous ne sommes pas experts sur le sujet. Tant mieux d'ailleurs si demain il y a d'autres experts qui vont rejoindre ce comité scientifique. Évidemment, on est ouvert, qui aujourd'hui est constitué donc de membres de l'INRE, Terrinovia, ITEPMAI, Plantic et puis MPIT ADN, de façon à être acteur sur le marché et force de proposition sur l'évolution et les évolutions réglementaires qu'il pourrait y avoir sur ce métier. Donc tant mieux s'il y a un nouveau potentiel, si je parle en UTC, tant mieux s'il y a un nouveau revenu pour les producteurs, mais surtout il faudra s'assurer que l'analyse de valeur apporte un plus, parce que vous avez bien compris, pour avoir du chanvre demain, il faudra sur ce marché des plantes à molécules, il faudra évidemment avoir un revenu producteur dans le contexte où on sait qu'aujourd'hui il y a besoin d'apporter de la valorisation sur le chanvre. Et puis je tenais à remercier aussi, j'en profite, comme j'ai la parole, je remercie Nathalie et son équipe pour l'organisation de cette journée. Et puis tous les intervenants que j'ai trouvés brillants, qui connaissaient très bien leur sujet. Et ça fait plaisir de voir l'évolution qu'il y a sur le marché du chanvre. On voit l'évolution en 3 ans, enfin le premier congrès qu'on a fait il y a 3 ans, et on voit toute l'évolution qu'il y a eu sur ce marché. Merci à tous. Oui, bonsoir. Merci pour ces présentations qui sont très alléchantes, en tout cas pour le CBD. J'ai 2 questions en fait. À partir du moment où le CBD est une molécule qui est clairement identifiée, quels sont les risques de voir apparaître sur le marché du CBD de synthèse, qui a priori serait quand même beaucoup moins cher à l'achat? Et la deuxième chose, c'est par rapport aux orientations du chanvre, qui dit production de CBD dit moins de graines disponibles puisqu'on s'arrête au niveau de la fleur. Donc quels sont les impacts qu'on peut envisager par rapport au marché de la graine, quoi? Je vais essayer de vous répondre déjà sur la première question. Au niveau de la naturalité, alors bien entendu tout dépend de la revendication que l'utilisateur du CBD voudra avoir sur son produit. Ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, un CBD de synthèse est tout à fait traçable par rapport à un CBD de naturel. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails analytiques, mais quoi qu'il arrive, on le sait. On le sait. On a les moyens de vérifier, quoi. Donc après, c'est à l'utilisateur d'être en conformité avec sa claim, si j'ose dire. Vous voulez me rappeler votre seconde question, éventuellement ? Graines. Le risque de manquer de graines du coup de cheneville sur le marché du chanvre. Bon, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le même débouché, donc la même période de récolte. La graine c'est septembre, la fleur c'est plutôt dès début août. Donc ça veut dire que c'est pas du tout le même débouché. Et le chanvre aura des débouchés différents, comme c'est le cas déjà sur les pailles aujourd'hui, où certains peuvent avoir des débouchés très différents. Donc je pense que c'est complémentaire, et tant mieux. Moi, je trouve que si demain, il y avait un marché structuré et évidemment rassurant pour tous, sans remettre en cause les autres marchés, ça serait un plus, parce que ça veut dire aussi, vous savez qu'il y a des zones de production où parfois récolter en septembre la graine, c'est compliqué. On a tous nos impératifs selon les secteurs, donc ça permettrait finalement d'étaler une zone de récolte d'étaler la récolte quasiment sur 2 mois. Ça peut être un plus. Et je pense que sur l'alimentaire, tant mieux demain ces nouveaux débouchés, ça veut dire qu'il y aura aussi plus de chanvre potentiellement en production. Oui, mais est-ce qu'on a une idée du pourcentage de production, enfin de culture qui s'orienterait vers le CBD au détriment de la graine? Je crois aujourd'hui, on n'a aucune idée. C'est le marché qui va parler, concrètement, comme tous les marchés. Les producteurs produisent et les transformateurs que nous sommes, on va là où, à un moment donné, on a le marché à potentiel et aussi de revenus pour les producteurs. Faut quand même, c'est souvent quand même ce qui prime. Me voilà de nouveau. Alors, j'ai une petite question pour M. Filippi. Page 87.
J'ai lu que c'était marqué que le CBD isolat est considéré plus sûr que le CBD d'origine full spectrum. Ma question, c'est est-ce que vous le dites sur la base des études toxicologiques? Est-ce que vous le dites sur la base des études publiées? À partir du moment où on atteint des plus forts degrés de purification, puisque quand on a un isolat entre les mains, a fortiori d'origine naturelle, on est obligé d'avoir un isolat qui soit à 99,5 plus. Voilà. Donc, il y a moins de risque d'avoir des interférences à côté. C'est dans ce niveau-là que c'est plus sûr. Qu'est-ce que c'est l'interférence? Des impuretés. Ah d'accord, donc vous décrétez la sûreté de l'isolat sur la base de son degré de pureté. À partir du moment où on a une molécule qui est plus pure, on a forcément quelque chose, il y a un peu plus de sécurité vis-à-vis de la nature chimique même du composant, de la substance. D'accord. Parce que nous, de notre côté, on a quand même fait 2 fois en 90 jours et ça ne nous dit pas la même chose. Donc c'était pour ça que j'étais un peu surprise et j'aurais voulu savoir des références si vous les aviez. J'étais prenante. Non. Mais par contre, je veux bien engager la discussion avec vous après ou par email. Ok, parfait. Et deuxième chose, qu'est-ce que c'est un broad spectrum? Parce que j'ai vu que dans votre chaîne de processus, vous passez pour les crude oil, mais vous n'arrêtez pas au crude oil. Vous ne commercialisez pas cet extrait-là. Malheureusement, ce sont des dénominations commerciales d'origine américaine. Je suis d'accord. Ce qu'on appelle le large spectre, donc le broad spectrum, est obtenu à partir du full spectrum. C'est un peu contre-intuitif. Je vais essayer d'être ce qu'on appelle le spectre complet ou full spectrum. Normalement, on est en mesure d'envisager que c'est tout ce que contient la plante, le full spectrum. Malheureusement, en termes de dénomination commerciale, le full spectrum, c'est ce qu'on obtient après la décarboxylation, où on a tous les phytocannabinoïdes extraits de la plante, mais qui sont obtenus après décarboxylation, c'est-à-dire qu'on n'a que des neutres, il n'y a plus les acides. Le broad spectrum, c'est une dénomination commerciale qui correspond au full dont on a enlevé quelque chose. Et en l'occurrence, le composé qui va être le plus problématique, dans notre cas, c'est le THC. Donc, si vous avez un full spectrum dont vous pouvez enlever le THC, vous obtenez un broad. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. D'accord, j'ai compris. J'avais d'autres points sur l'intervenant suivant. Donc, j'ai lu que vous avez fait j'ai vu des chiffres, j'ai lu les chiffres, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des références? Parce que moi, je n'étais pas capable de trouver ces chiffres, donc je voudrais bien avoir accès aux chiffres, aux prévisions que vous avez énoncées au niveau mondial, au niveau des UK. Est-ce que vous avez conduit une étude de marché? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Parce que voilà. Oui, alors, effectivement, il n'y a pas de chiffre officiel aujourd'hui qui existe parce que le marché est à construire et c'est des prédictions. Vous le verrez sur les diapositives là, que vous pourrez récupérer. Sur le côté, on a sourcé les différentes estimations qu'on a faites. Donc, c'est vraiment des recoupements et des projections sur les différents marchés cibles. Voilà. Et puis, c'est notamment sur la partie complément alimentaire, mais la démarche est un peu les mêmes sur les autres catégories. On a mis des hypothèses de prise de part de marché sur les segments cibles que sont le stress, le sommeil, les articulations, voilà. Donc ça permet d'avoir des ordres de grandeur qui sont ceux qui sont présentés là. Dernier point, je promis, je conclus. Merci Olivier pour avoir cité les novel food. Ça existe, on n'est pas dans le déni, il faut faire quelque chose avec ces novel food. Effectivement, je suis très contente d'entendre qu'il y a une volonté de bouger dans ce sens aussi de la partie de la côté française. Donc, merci. Ça reste effectivement une obligation pour la mise au marché de ces produits aujourd'hui. Merci. Sur les variétés utilisées pour le CBD, est-ce qu'on a du recul sur la qualité des fibres? Et étant donné qu'elles seraient récoltées du mois d'août, elles seraient possiblement éligibles pour être rouillées. Alors, on n'a pas beaucoup de recul, juste on a fait un essai, maintenant il y a 2 essais, sur 2 années, donc 2 années de suite pour voir les effets sur la qualité. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude. Je dirais les qualités peuvent être même un peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui, qui peut présenter un intérêt sur certaines fibres, pas toutes, ça dépend. Donc difficile, c'est aujourd'hui quelques hectares, mais ça peut-être être en effet de nouvelles présentations de fibres qui sont peut-être
plus primaire parfois, ce qu'on a pu noter. Mais franchement, on n'a pas assez d'essais, pas de recul, puisqu'on on a fait des essais sous autorisation, hein, avec très peu d'hectares. Et il faudra avoir une année, au moins 1 ou 2 années peut-être, avec des hectares plus importants pour en tirer un bilan, quoi. C'est un peu difficile aujourd'hui. Mais en tout cas, on n'a pas vu une absence de maturité qui pourrait être inquiétante en disant on ne peut pas valoriser la paille. Il ne leur sort pas ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est peu probable, franchement, qu'on puisse récolter la fleur sur une production classique de paille, quoi. Enfin, c'est ce qu'on en sait aujourd'hui, des acteurs qui s'y lancent, c'est pas du tout la même mode de production, parce que la concentration aujourd'hui de CBD, enfin, ou des molécules en général, dans un chanvre industriel classique avec culture générale classique, donne des taux de concentration trop faibles par rapport à l'extraction telle que ça existe aujourd'hui. Je ne pense pas te dire de bêtises en disant ça. Non. Oui, bonjour Terence, producteur de chanvre dans les Landes. J'avais une petite question à savoir, est-ce que vous avez réalisé des essais, par exemple avec NPIT, pour augmenter votre production de CBD sur un champ de graines de semences féminisées? Est-ce que ça a été un essai qui a pu être lancé pour justement augmenter votre ratio en CBD? Merci. Non, les 2 essais qui ont été faits avec FRD, c'était sur la Futura 75, sur un itinéraire cultural classique, donc 45 kg de semences à l'hectare. Et l'idée, c'était de voir la corrélation entre la partie production de molécules et la maturité de la paille, pour savoir s'il était possible de récolter les 2 en même temps. On a vu la première année que, en fait, c'était pas la fleur. On n'avait pas été assez loin après la pleine floraison pour pouvoir avoir une paille mature. La deuxième année, on est allé plus loin et donc on a vu qu'il y avait bien corrélation et qu'on pouvait bien récolter les 2. Mais comme disait Olivier, on est sur la Futura 75, donc le taux de CBD est trop faible pour être commercialement efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, je reviens au sujet du CBD de synthèse. En fait, bon, on a bien compris qu'effectivement, il serait traçable, mais je crois que la question de Pierre, c'était pas ça, c'était de savoir quel serait l'impact du CBD de synthèse par rapport au CBD naturel. Et puis, est-ce que le CBD de synthèse aurait les mêmes bienfaits que le CBD naturel? Impact à quel niveau? Au niveau santé, au niveau bien-être? Oui, au niveau santé, oui. Ouais. Je n'ai pas assez de recul à ce niveau-là pour vous dire. Bon, il y a forcément présence d'isomères dans le CBD de synthèse, quoi qu'il arrive. Donc après, derrière, est-ce que tous les isomères du CBD ont été testés au niveau, comment dire, santé, bien-être, effet? Je ne crois pas, à ma connaissance, avoir vu quelque chose comme ça dans la littérature. Voilà. Je peux répondre que ça pour l'instant. L'idée aussi, c'est de mettre un label. Vous avez vu, hein, on a mis un label sur le chêne vie français, on a mis un label sur le chanvre fibre. L'idée, c'est de pouvoir mettre un label chanvre français, molécule française, pour pouvoir garantir le fait qu'on est sur une molécule naturelle qui est produite en France, tracée, et donc sans phyto. On va prendre une dernière question, et puis après, on va passer à Franz sur Santé France Cannabis. Oui, merci Christophe Demille, donc Sofrapar. Nous, on travaille également sur l'augmentation des métabolites secondaires et notamment des polyphénols pour montrer qu'on arrive à obtenir des propriétés fongistatiques au niveau agricole sur différentes cultures. Je pense que peut-être que le chanvre n'a pas besoin de fongicides ou autres parce que justement il a des polyphénols bien particuliers. Est-ce que vous avez pu travailler sur ces polyphénols et les identifier en particulier? Pas encore. C'est un chantier énorme. On se parlera. Merci beaucoup, messieurs. Je vais appeler Franz Deschamps, président de Santé France Cannabis, à intervenir. On peut les applaudir pendant qu'ils partent.